Bonjour tout le monde et bienvenue à Histoire de F1, une série produite par le Bulletin F1 racontant quelques moments historiques et ou inusités dans l'univers de la Formule 1. Je m'appelle Abdoussal et voici l'épisode numéro 3. Le 8 mars est la journée internationale des droits des femmes. On a profité de cette occasion pour rendre hommage à 5 femmes qui ont marqué l'histoire de ce sport par leur présence remarquable. Elles ont pris part à au moins un Grand Prix de Formule 1 et, peu importe le résultat, elles ont impressionné l'univers de la course automobile. Dans un grand cirque où les hommes sont majoritaires, les femmes en question ont fait de tous les colibets et ont réalisé le rêve de n'importe quel fan de F1, participer à un Grand Prix. L'épisode 3 de Histoire de F1, les femmes en Formule 1. Depuis 1950, le championnat du monde de Formule 1 compte 775 pilotes, incluant Nicolas Latifi, qui ont pris part à au moins un Grand Prix officiel. Parmi ces 775 participants, on retrouve 5 femmes. Chacune d'entre elles a tenté de se qualifier pour la course au moins une fois. Voici le portrait de ces 5 pionnières. La première de cette liste est Maria Teresa De Filippis. Née le 11 novembre 1926 à Naples, en Italie, De Filippis était une adepte de tennis et de compétition équestre. Son amour pour la course automobile débuta à l'âge de 22 ans. Participant à une épreuve de 10 km au volant d'une Fiat 500, elle remporta la course alors que ses 2 frères avaient parié qu'elle ne serait pas capable d'aller vite. Gros L, messieurs. Gros L. Après des succès dans plusieurs événements en endurance et en montée de côte, De Filippis participa à une course de soutien au Grand Prix de Naples en 1956, une épreuve de F1 hors championnat. Elle termina 2e à bord d'une Maserati 200S. Il fallut attendre 2 ans avant de voir Madame De Filippis au volant d'une Formule 1. Lors de la 2e course de la saison 1958, le Grand Prix de Monaco, l'Italienne participa au week-end avec une Maserati 250F privée. À noter qu'avant le retrait de la catégorie reine du sport auto, la marque italienne était un constructeur. Elle avait permis à Juan Manuel Fangio de remporter son 5e et dernier championnat des pilotes avec la même 250F en 1957. Revenons maintenant à Monaco 58. De Filippis roula sur la piste de la Principauté, tentant de se qualifier pour la journée du dimanche. Malheureusement, avec un temps de 1 minute 50.8, De Filippis ne put se qualifier pour la course du dimanche. Elle était presque 6 secondes plus lente que le temps de la pole position. Au moins, De Filippis a pu se vanter d'avoir battu un certain Bernard Charles Ecclestone, vous devez sûrement le connaître, qui réalisa un chrono de 6 minutes. Non, il a vraiment fait un chrono de 6 minutes. Heureusement, De Filippis a pu obtenir les conseils du grand Juan Manuel Fangio. Dans une entrevue qu'elle a accordée au quotidien The Guardian en 2006, l'Italienne se souvint que le quintuple champion lui avait dit qu'elle conduisait trop vite. L'Argentin avait peur qu'elle ne commette un accident. De Filippis tenta sa chance en Belgique un mois plus tard. L'édition de 58 permit aux pilotes de ne pas passer par les préqualifications. Malheureusement, elle se qualifia dernier à 34 secondes de la Ferrari de Mark Hawthorne, parti en pole position. Le lendemain, elle parvint à terminer 10e à 2 tours du vainqueur, Tony Brooks, sur une Van Wall. En France, prochaine épreuve du calendrier, elle ne put participer aux activités de la fin de semaine. Dans la même entrevue de 2006, elle clama que le directeur lui avait dit que le seul casque qu'une femme devait porter, c'est celui des coiffeurs.
Allô les préjugés, allô le machisme. Ce week-end fut même pire. Son bon ami, le pilote Luigi Musso, trouva la mort lors de l'épreuve alors qu'il roulait deuxième. Au Portugal, De Philippis partit dernier et dut abandonner après 6 tours suite à un problème de moteur. Pour son Grand Prix national en Italie, elle ne put compléter la course avec les mêmes ennuis de moteur. En 1959, après avoir raté les qualifications à Monaco, elle décida d'arrêter la Formule 1. Maria Teresa de Philippis décéda le 8 janvier 2016 à l'âge de 89 ans. Il fallut attendre 15 ans avant de voir une autre femme en Formule 1. Et c'est une autre Italienne qui vola la vedette. Voici Maria Grazia Lombardi, aussi connue comme Leila Lombardi. Née en 1941, Leila Lombardi connut une expérience brève en karting et acheta une voiture pour participer à un championnat local, la Formula Monza. En 1968, Lombardi s'inscrivit à la Formule 3 italienne, championnat dans lequel elle terminera vice-championne. 2 ans plus tard, Lombardi remporta le titre en Formule 850 italienne, gagnant 4 des 10 courses. En même temps qu'elle participait à la Formule 5000, l'Italienne fit ses débuts en Formule 1 avec une Brabham privée lors du Grand Prix de Grande-Bretagne en 1974. Malheureusement, elle ne put se qualifier pour la course. L'année suivante, Lombardi se joignit avec March pour la saison complète. Dès la première course de la saison en 1975, en Afrique du Sud, elle parvint à se qualifier, mais le lendemain, un pépin relié au système d'essence mit fin à son Grand Prix après 23 tours. Heureusement, 1975 allait être une année remarquable pour March. Vittorio Brambilla remporta le Grand Prix d'Autriche avant de perdre le contrôle de sa voiture tout de suite après avoir franchi la ligne d'arrivée, mais ce n'est pas important dans notre histoire. Allons en Espagne. Parti 24e sur le circuit de Montjuïc, dans les rues de Barcelone, Lombardi remonta le peloton alors que plusieurs abandons survinrent lors de l'épreuve barcelonaise. Malheureusement, la course fut arrêtée après 29 tours. Au tour 25, la Embassy Hill de Rolf Stommelen perdit son aileron arrière et la monoplace décolla sur une bosse avant de frapper une autre voiture et de rebondir de l'autre côté des rails de sécurité. La Embassy Hill se désintégra et tua 4 personnes, tout en blessant une dizaine de spectateurs et Stommelen lui-même. Comme l'épreuve fut arrêtée par erreur avec le drapeau à damier et que 75% de la distance totale du Grand Prix n'avait pas été complétée, les 6 premiers obtinrent la moitié des points attribués. Or, au moment de la fin abrupte, Leila Lombardi se retrouva 6e. Elle inscrivait donc un demi-point. Dans des circonstances tragiques, elle devint la première et seule femme à marquer des points en Formule 1. Son deuxième meilleur résultat fut une 7e place au Grand Prix d'Allemagne 4 mois plus tard. Son expérience en Formule 1 se termina en 1976 lorsqu'elle fut remplacée par Ronnie Peterson, un agent libre. Elle tenta sa chance avec Ram cette même année, mais elle réussit à terminer 12e en Autriche. Lombardi eut de meilleures aventures dans d'autres catégories. Elle gagna 2 courses d'endurance en Italie, en plus de finir 9e aux 24 heures du Mans 1976 avec une Porsche Carrera. Malheureusement, Leila Lombardi succomba d'un cancer le 3 mars 1992 à l'âge de 50 ans. Le Grand Prix de Grande-Bretagne fut un moment historique. Pour la première fois en Formule 1, 2 femmes participèrent au même week-end. Lombardi partagea la piste avec notre prochaine pilote, Divina Gallica. Née le 13 août 1944, proche de Watford en Grande-Bretagne. To not adjust your set, Watford 3, Liverpool 0.
Divina Gallica était une skieuse avant de devenir pilote. Elle participa à 3 Jeux olympiques, 1964, 68 et 72, en plus d'être la capitaine de la délégation de la Grande-Bretagne en 68 et en 72. Elle est une des 7 pilotes à avoir participé aux Olympiques. Dans cette liste, on peut retrouver Alexa Hardy qui a remporté l'or aux Paralympiques de Londres en 2012 en paracyclisme. Et c'est en acceptant l'invitation à une course de célébrités en 1973 que Gallica eut un intérêt grandissant pour la course automobile. Elle en fit même une seconde carrière. L'ex-skieuse conduisit des Formules Renault et Vauxhall Lotus avant qu'elle ne s'inscrive au Grand Prix de Grande-Bretagne 1976 avec une Surtees privée. De manière étonnante, ce fut la première fois que le numéro 13 fut porté en Formule 1. De toute façon, Pastor Maldonado a choisi ce numéro pendant 2 saisons en 2014 et en 2015. Le 13 prouva bien sa malchance légendaire, car Gallica ne parvint à obtenir une place sur la grille de départ de la course anglaise. Elle fit partie des 4 noms qualifiés, parmi lesquels on retrouve Leila Lombardi et Jackie Hicks au volant d'une Williams. En 1977, Gallica continua de rouler avec une F1, mais dans la série britannique Shell Sport. Elle participa à ce championnat avec une Surtees privée. Durant la saison, elle termina 6e du championnat avec 3 podiums, dont 2 deuxièmes places à Snetterton et à Donington Park. Son équipe, Shell Sport Whiting, décrocha un partenariat avec la marque de caméra Olympus. En 1978, Gallica reçut une offre de conduire une Escort, l'écurie dans laquelle James Hunt a débuté en F1. Elle accepta de participer au week-end au Brésil et en Argentine. Comme à Brands Hatch en 1976, le Britannique ne put se qualifier pour les 2 courses. L'expérience en championnat du monde de Formule 1 était donc terminée. Elle revint en Angleterre pour disputer la série britannique de Formule 1. Oui, dans le temps, il existait des divisions nationales de Formule 1. Ce championnat regroupait les anciens bolides utilisant la F1. En 6 courses, entre 1978 et 1980, elle termina une fois sur le podium et marqua 22 points au total. La 4e pilote a marqué l'histoire de la F1 d'une belle manière. Voici Desiree Wilson. Née en Afrique du Sud le 26 novembre 1953, Desiree Wilson fit ses débuts en course automobile à l'âge de 12 ans. En 1967, elle termina 2e d'un championnat national. Après avoir participé à 2 saisons complètes en Formule V sud-africaine, où elle se classa respectivement 4e et 2e, Wilson fit le saut direct en Formule Ford sud-africaine. En 1975 et en 1976, elle gagna ce championnat et, de surcroît, le trophée Driver to Europe, remis aux pilotes ayant montré le meilleur potentiel en Afrique du Sud. Grâce à cela, elle passa dans les ligues supérieures en Europe. À sa première course en Formule Ford de 2000 Benelux, elle monta sur le podium, partant de la 12e place. Lorsqu'elle retira son casque, l'annonceur maison cria que Wilson est une femme, ce à quoi elle aurait probablement dit « Ouais, pis ». Malgré les bons résultats dans cette série, elle manquait d'argent. Avec son mari, Alan, lui aussi pilote, elle dut retourner en Afrique du Sud, mais une invitation à une course pour dames de Ford Escort à Brands Hatch put permettre de continuer ses plans pour la course automobile. Sans surprise, elle gagna cette épreuve. De plus, Alan obtint le poste de directeur du circuit londonien. Cette victoire lui permit de garder espoir. En 1978, Desiree Wilson passa directement à la Formule 1 britannique. C'était un grand échelon qu'elle venait de monter.
Au volant d'une March 751, la même voiture avec laquelle Leila Lombardi avait marqué un demi-point en Espagne 75, elle termina 3e au qualif, mais l'embrayage brûla et la Sud-Africaine dut abandonner. Lors des 4 prochaines courses, elle inscrivit des points, dont une 3e place. Ce fut suffisant pour qu'elle obtienne un baquet pour la campagne 79 avec Melchester Racing et une vieille Tyrrell de Patrick Depailler. Rappelons que la F1 britannique était une série avec des bolides obsolètes. Lors de cette année 79, elle devint la première femme à mener une course de Formule 1 dans n'importe quelle situation. Même si ça ne relevait pas du championnat officiel, qui est sanctionné par la FIA, ça reste un exploit magnifique. Elle mena une course à Zolder, mais dans l'avant-dernier tour, elle fit un tête-à-queue avant de terminer 3e, heureusement pour elle. Avec 3 autres podiums, Wilson finit l'année au 7e rang du classement final. 1980 allait être l'année de rêve pour Desiree Wilson. Revenant d'une saison hivernale prodigieuse en Nouvelle-Zélande, la pilote sud-africaine s'engagea avec Theodore Racing et son homme légendaire, Teddy Yip. Elle allait conduire une Wolf WR4, le châssis de l'ancienne écurie canadienne de Formule 1, Walter Wolf Racing. En plus, Wilson participerait à des courses d'endurance. Si la première course de F1 britannique de 80 fut un échec en raison d'un abandon, la deuxième épreuve devint historique. À Brands Hatch, un lundi de Pâques, la pilote de Theodore Racing se qualifia 2e. Elle prit les commandes au départ, mais un accident derrière força le redémarrage de l'épreuve. Pas de problème pour Wilson, elle répéta la même chose. Au fur et à mesure, elle augmentait son avance en tête à plus de 20 secondes sur son poursuivant. Lorsqu'elle franchit la ligne d'arrivée, elle gagna avec 15 secondes d'avance sur Norman Dixon, le Chilien Eliseo Salazar. Nelson Piquet-Pierre se souvint très bien de lui. Termina 3e. Les spectateurs assistèrent à un moment historique. Desiree Wilson devint la première femme à remporter une course de Formule 1, peu importe le statut de la course. Et ce n'est pas tout. Elle remporta les 6 heures de Silverstone et les 1000 km de Monza. Avec tout cela, elle parvint à attirer l'attention de John McDonald, directeur de l'écurie de F1 RAM. Après des essais avec une Williams vieille d'1 an, Wilson tenta de se qualifier pour le Grand Prix de Grande-Bretagne à Brands Hatch la même année. Malheureusement, ce ne fut guère positif. Elle ne parvint aucunement à se qualifier. Wilson obtint une seconde chance en 1981 en participant au Grand Prix d'Afrique du Sud, sa course locale avec Tyrrell. Elle réussit à se qualifier 16e. Cependant, avec la guerre entre la FISA, la Fédération internationale du sport automobile, et la FOCA, l'association des écuries menée par Bernie Ecclestone, l'épreuve sud-africaine fut déclarée comme course hors championnat. Cela ne l'empêcha guère d'offrir une performance solide. De la 16e place, elle remonta le peloton jusqu'en 6e place, mais, comble de malheur, elle abandonna après que sa boîte de vitesse la laissa tomber. Néanmoins, Wilson a impressionné Ken Tyrrell et ce dernier lui offrit un volant pour quelques autres courses. Malheureusement, avec l'apartheid sévissant en Afrique du Sud et un manque de commanditaires, elle ne pouvait accepter la proposition. Elle continua sa saison automobile en Formule Atlantique et en endurance. Suite à cela, Wilson participa à de nombreux championnats et tenta, en vain, de se qualifier à 3 reprises au fameux 500 000 d'Indianapolis en 82, 83 et 84. Il va sans dire que Desiree Wilson, parmi les 5 pilotes ayant participé à une course de F1,
a marqué les esprits des amateurs de course automobile. Il est temps de vous présenter la 5e et dernière femme ayant participé à au moins une fin de semaine de Formule 1 officielle. Il s'agit de Giovanna Amati. Née en 1959 à Rome, Giovanna Amati a grandi dans un milieu assez aisé. En 1978, elle est kidnappée par un gang qui demanda en retour de sa libération 800 millions de lire, ce qui équivaut à 1 million de dollars, sachant que la lire n'est plus la monnaie officielle en Italie. Recluse dans une cage pendant plus de 2 mois, elle fut libérée, étant donné que les parents de Giovanna ont pu récolter la rançon nécessaire. En 1981, elle prit des cours de pilotage avec son ami Elio De Angelis, vainqueur de Grand Prix en F1. Pendant quelques années, elle participa à la Formule Abarth où elle remporta quelques courses. En 1985, elle fit le saut en Formule 3, signant d'autres victoires. 2 ans plus tard, Amati joignit les rangs de la Formule 3000, parvenant à se qualifier uniquement pour une épreuve à Donington. Elle fut écarquillée bien des yeux en 88 lorsqu'elle résista aux attaques de Jean Alesi. Ce dernier, complètement abasourdi, dit qu'il eut honte d'avoir été battu par une femme. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le vainqueur du Grand Prix du Canada 95 allait sortir des propos machos à l'endroit d'une femme en piste. Il fit de même avec Susie Wolff en DTM à la fin des années 2000. Jean, je t'aime bien, mais là-dessus, t'as dépassé les bornes. Dans son livre Fast Life, Amati raconte qu'elle devait constamment changer les couleurs de sa voiture car ses adversaires masculins digéraient mal le fait d'être battus par une femme. En 1991, Giovanna Amati se qualifia pour des courses de F3000, mais à la fin de l'année, elle testa une Benetton F1 pour une 30aine de tours. Malheureusement, ces temps ou tours, qui n'étaient pas transmis à Amati, ne satisfaisaient personne. Cependant, Amati ne lâcha pas le rêve d'aller en Formule 1. En 1992, la Romaine signa avec Brabham après que le Japonais Akihiko Nakaya vit sa demande de superlicence de la FIA être refusée. La signature d'une femme attira l'attention à temps pour le Grand Prix d'Afrique du Sud. Par contre, c'est une Giovanna Amati inexpérimentée que les spectateurs voyaient en piste. Lors des essais libres, elle fit 6 têtes à queue. En qualification, elle inscrivit un chrono 9 secondes plus lent que celui de Nigel Mansell. Après 2 autres échecs de qualif au Mexique et au Brésil, Giovanna Amati fut remerciée par Brabham et remplacée par un Britannique de 30 ans du nom de Damon Hill. Après l'expérience ratée en Formule 1, l'Italienne participa à des courses de GT et d'endurance. Jusqu'à présent, aucune autre femme ne s'est qualifiée pour un Grand Prix officiel, mais certaines ont conduit une Formule 1 depuis Amati en 92. Lors du Grand Prix des États-Unis 2002, l'Américaine Sarah Fisher, alors en IndyCar, se retrouva dans une McLaren pour un tour de démonstration autour du circuit d'Indianapolis. En 2005, la Britannique Catherine Legg effectua des tests avec Minardi en Italie. D'autres ont signé des contrats comme pilote d'essai ou de développement. En 2012, Williams signa Susie Wolff à ce poste, mais dut attendre 2 ans avant de devenir la première femme depuis Amati en 92 à prendre part à un week-end de Formule 1. Wolff participa aux essais du vendredi matin en Grande-Bretagne et en Allemagne en 2014, ainsi qu'en Espagne et à Silverstone en 2015. Marussia engagea Maria De Villota comme pilote d'essai en 2012, mais un accident pendant les tests privés la même année la blessa gravement. Elle perdit même l'usage de son œil droit. 1 an plus tard, elle décéda d'un arrêt cardiaque, une conséquence de son accident. En 2014, Sauber,
maintenant Alfa Romeo, signa la Suissesse Simona de Silvestro qui compétitionnait en IndyCar. Elle fut nommée pilote associée dans le but d'avoir un volant pour Sauber en 2015. Cette même écurie embaucha Tatiana Calderon comme pilote de développement en 2017. Elle avait conduit la Sauber en 2018 après le Grand Prix du Mexique. Encore aujourd'hui, la Colombienne occupe ce même poste. Finalement, depuis l'année dernière, Williams a signé la championne de la W Series, la Britannique Jamie Chadwick. Chadwick connaît actuellement un parcours très intéressant dans les rangs juniors, en plus d'avoir gagné la saison 1 de la W Series, un championnat 100% féminin. Les temps ont changé et contrairement à la croyance ou aux préjugés, il y a des femmes qui ont la capacité d'être en Formule 1 et on l'a vu par l'entremise des 5 femmes qui ont participé à au moins une séance de qualification en Formule 1. Il ne faudrait plus les juger pour leur physique, l'attrait publicitaire, etc. Il est maintenant temps de les considérer à leur juste valeur. Retrouvez tous nos contenus sur bulletinf1.com, notre site officiel. Pour continuer la conversation sur la F1 et sur les épisodes de podcast, retrouvez-nous sur Facebook à facebook.com/bulletinf1, sur Twitter @lebulletinf1 en un seul mot, ainsi que sur Instagram, toujours à @lebulletinf1. La balado-diffusion Histoire de F1 se retrouve sur notre site, tout comme la balado originale, le Bulletin F1, disponible hebdomadairement sur bulletinf1.com, ainsi que sur Spotify, Google Play Music, Apple Podcast et toute autre plateforme de podcast préférée. Sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour Histoire de F1. Je m'appelle Abdoussal. À la prochaine!